Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Éco. La livre libanaise a poursuivi sa tendance baissière durant cette semaine, un taux de change qui dépasse les 107 000 livres libanaises pour le dollar au marché noir. Cette information intervient alors que le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salami, s'est trouvé devant le juge Charles El Abou Samra, accompagné par des enquêteurs européens qui l'accusent de détourner des fonds et de blanchiment d'argent. Par ailleurs, la grève des banques se poursuit alors que les membres de l'Association des banques du Liban n'ont conclu aucun accord concernant la fin de la grève générale. Durant la première partie de cet épisode, nous nous pencherons sur l'actualité économique avec l'expert en économie, le professeur Jassem Ajaa, pour passer par la suite aux défis socio-économiques, politique de relance, réforme, gouvernance et autres, avec le président du Conseil économique, social et environnemental libanais, Charles Habib. Bienvenue à Ici Éco et j'ai le plaisir de recevoir durant la première partie de cet épisode l'expert en économie, le professeur Jassem Ajaa. Professeur Ajaa, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Moïse et merci de m'avoir invité. Donc voilà, je commence directement avec l'histoire, avec la flambée du dollar au marché noir. Les experts s'accordent à dire que la confiance dans la monnaie nationale libanaise ne sera pas rétablie. Quel avenir pour la livre libanaise dans le contexte de la dollarisation des prix dans les supermarchés, aussi la confrontation juridico-bancaire qu'on a et l'absence des mesures correctives de la part du gouvernement? Vous le savez très bien, Monsieur Moïse, en fait, la monnaie reflète la richesse d'un pays, hein, et donc plus un pays, son appareil économique est fort, plus cette monnaie est forte, et plus on a confiance dans cette monnaie. De l'autre côté aussi, si l'économie est faible, si l'économie vraiment traîne, dans ce cas, ça va se refléter en économie, dans la monnaie de ce pays. Alors, l'idée de base est de dire la chose suivante. Euh, L'appareil économique vraiment fonctionne selon des règles. Comme n'importe quel jeu, c'est aussi un jeu, c'est un jeu économique. Donc, il faudrait respecter un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, on le sait très bien, l'application des lois. Alors, on n'applique pas de loi au Liban, vous le savez très bien, la contrebande, euh, la monopolisation, en fait, en ce qui concerne les commerçants, il y a plein de choses, en fait, il y a des violations de la loi vraiment assez claires, des commerçants qui mettent qui qu'ils veulent, et tout ça, en fait, Et ça en va ce qui se concerne refléter. la confrontation juridico-bancaire et l'affaire juridique banque. Eh ben, alors, l'idée essentielle ici, c'est que si vous voulez, n'importe quelle politique monétaire, elle doit véhiculer à travers le secteur bancaire. Et donc, si vous vous attaquez directement au secteur bancaire, qu'est-ce que vous allez avoir en fait comme résultat? C'est tout simplement l'arrêt de la politique monétaire. Vous le savez très bien que depuis la crise économique en 2019, le canal taux d'intérêt s'est arrêté complètement parce que les gens ont perdu confiance en secteur bancaire et par conséquent, il n'y a plus cet outil, la Banque centrale ne possède plus cet outil. Il est resté, en fait, l'autre façon d'intervenir, c'est par le biais de l'injection des dollars dans l'économie. Aujourd'hui, avec la grève, on n'a plus cette possibilité. Et donc, l'avenir de la livre libanaise est sombre dans ce contexte que vous avez décrit, Monsieur Mouss, au niveau de votre question. Mhm. Donc voilà, pour citer ici que les banques libanaises continuent leur grève pour protester contre les procédures judiciaires les visant, plusieurs d'entre elles ayant été condamnées à verser des soldes de comptes dans la monnaie d'origine. Donc voilà, le secteur bancaire est en grève après les poursuites judiciaires. Comment peut-on voir la solution de cette crise? Alors, l'idée de base, c'est que n'importe quelle banque, dans n'importe quel pays, même au niveau des États-Unis, même au niveau de la France, n'importe quel pays avancé, une banque ne peut pas payer en fait tous les dépôts en même temps et pour tous les déposants. C'est impossible ça, parce que vous le savez très bien, il y a ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit.
ce multiplicateur de crédit fait que tout l'argent qui se trouve dans l'économie n'a pas nécessairement d'équivalent cash. Et ça, c'est un vrai problème quand il y a ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire que tous les déposants veulent leur argent au même moment. Mhm. Donc, l'idée de base, c'est que si on cherche une solution à la base de faire payer aux banques les dépôts, ben c'est impossible parce que les actifs des banques et de la banque centrale et tout ce qu'ils possèdent, les gérants de ces banques ne suffisent pas en fait pour rembourser les dépôts. Bien. Et donc, l'idée de base, c'est de dire la chose suivante. Allons-y, remettons la confiance en place et les gens vont pouvoir en fait retirer du secteur bancaire leurs besoins, seulement leurs besoins. Ce besoin est estimé à 10 à 15% de l'ensemble des dépôts. Et donc, mais ça a besoin en fait d'une intervention de la part du gouvernement. Ce Mais, gouvernement aujourd'hui est ok, piégé. ok. Mais en ce qui concerne aujourd'hui le Liban, soi-disant, le régime de taux de change, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau régime de taux de change pour mettre fin au chaos actuel avec la multitude des taux de change? L'idée, en fait, vous savez, il y a beaucoup de recherches scientifiques concernant ce sujet. Depuis, en fait, depuis Bretton Woods et donc l'arrêt de la conversion Or, dollar-or, donc l'idée de base est la suivante, et c'est de dire quel est le régime le plus convenable pour les pays. Alors, il y a une étude qui est assez intéressante à ce stade qui dit la chose suivante, ou surtout la conclusion. Euh, un pays qui est instable politiquement et au niveau de la sécurité, bon, il a intérêt en fait à adopter un taux fixe car le coût sur l'économie est moins que de le libérer, en fait, de libérer le taux de change. Alors que dans un pays qui est stable politiquement et au niveau de la sécurité, mhm. il a intérêt en fait à libérer sa monnaie parce que le coût il est moindre sur l'économie. Donc l'idée de base dans un pays comme le Liban, il est impossible en fait de changer de régime et d'aller directement vers un régime flottant C'est complètement. clair. Donc, Moi, ce que je dis et ce que j'alerte toujours sur le fait libérer la monnaie aujourd'hui, c'est un danger en fait, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau économique. Donc l'idée de base, c'est Mais est-ce que la Banque centrale possède les moyens pour continuer l'intervention sur le marché? Donc, ou bien non, on est obligé à passer à une phase où on doit libérer la livre libanaise. On ne peut plus soutenir ça. Donc, vous avez raison dans cette question, mais si vous regardez, je ne change pas le principe de fixer, en fait, ou plutôt de trouver une stabilité au niveau du taux de change, mais plutôt que de fixer le prix exactement, de dire qu'un dollar vaut tant, je vais me concentrer sur l'inflation. C'est ce qu'on appelle en fait la cible inflation. Donc cette politique, c'est celle qui est en fait la plus convenable pour d'accord, le c'est clair. Liban aujourd'hui. C'est clair. Vous avez visé directement le sujet d'inflation. Aujourd'hui, on parle d'éliminer des zéros, entre guillemets, là, à la livre libanaise. Y a-t-il là un cachet misère économique, vous pensez? Oui, je le pense. Je vais vous donner juste quelques exemples. Le nombre de pays qui ont éliminé des zéros de leur monnaie est assez important. En fait, l'exemple typique reste le cas du Brésil, qui a éliminé 18 zéros de sa monnaie. Alors que le Brésil, c'est un pays qui possède des ressources naturelles, qui possède en fait, qui a une économie assez intéressante. Donc, et malgré cela, ils n'ont pas réussi à combattre l'inflation et à remettre la confiance en la monnaie. Mhm. Pourquoi? Parce que si vous voulez une économie pour en fait retrouver la confiance des consommateurs et des investisseurs, surtout les investisseurs, selon le principe qu'il n'y a pas de croissance économique sans investissement. Donc, pour cela, on a besoin en fait de rigidité au niveau du comportement en fait des autorités politiques, c'est-à-dire au niveau de l'application des lois, au Ok, niveau de la modernité des lois, etc., etc. Et ça, le Liban ne pourra pas l'avoir. Donc, éliminer des zéros, ça demande en réalité quelque part
une sorte d'orthodoxie au D'accord. niveau, par exemple, de ne pas avoir un déficit budgétaire. Or, Qu'en est... aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de le Ok, faire? La c'est question clair. est non. Qu'en est-il de l'impression des billets de 1 million de livres libanaises? C'est en fait ce sujet a besoin d'une loi au niveau du Parlement parce que la loi du crédit et de la monnaie a bien précisé les billets qui sont en fait en circulation et donc on a besoin de modifier cette loi et pour l'instant, vous le savez très bien, il y a un problème donc au niveau politique sur la légitimité de la réunion pour je veux dire, du Parlement pour en fait voter des Hmm. lois. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est encore loi. Il me reste encore à peu près 2 minutes avec vous, Monsieur Aja. En ce qui concerne l'affaire Salamé, l'audition du gouverneur de la Banque centrale Riyad Salamé au palais de justice, aujourd'hui, vendredi, pour la deuxième fois, Monsieur Salamé est réparti après avoir été entendu à titre de témoin ici pendant plusieurs heures, donc en présence des juges européens dans le cadre d'une enquête sur sa richesse personnelle. Vous dites quoi de l'affaire Salamé? Est-ce que ce sont des fins, on a des fins Ben, si vous voulez, politiques? Est-ce que cette affaire-là a des fins politiques? Parce qu'on sait très bien qui était le parti là, ou bien les partis politiques qui ont commencé cette affaire. Et quoi attendre de cette affaire, vous pensez? ben, si vous voulez, à chaque fois qu'on juge le gouverneur de la Banque centrale, on le juge de trois points de vue différents. La première, le premier point, c'est du point de vue politique. Ben, il y a des accusations à gauche et à droite, que ce soit sa politique est pro-américaine ou autre chose, ou par exemple, il y a le Parti communiste qui l'accuse d'être capitaliste, etc. Le deuxième point donc, sur lequel on attaque, s'il a en fait violé la loi quelque part et s'est enrichi personnellement ou pas. Et puis le troisième point, c'est au niveau de la politique monétaire. Alors, bien sûr, les gens, quand on juge le gouverneur, ils le jugent en fait en mélangeant ces trois-là ensemble. Et ça, c'est pas quelque chose de bien pour la personne du banque centrale qui possède une certaine indépendance et dont la confiance en sa personne est liée directement à la monnaie nationale. Donc, toute attaque directement au gouverneur en poste, directement, ça va affecter la livre libanaise. Alors, concernant la politique monétaire, personnellement, ma position est très claire. Je suis pour la politique monétaire qui a été en fait suivie par le gouverneur, mais pour l'instant, à partir de maintenant et pour l'avenir, elle n'est plus en fait applicable exactement puisqu'il n'en a plus les moyens. Il faudrait la modifier de façon à adopter la cible inflation. Alors, concernant l'affaire juridique elle-même, je pense que la justice est à même de donner son avis et je pense que ça ne va pas tarder à venir. Il me reste quelques secondes, Monsieur Aja. Pourquoi il faut conserver le système bancaire libanais et protéger ce C'est système? obligatoire parce que les dépôts sont strictement liés, sont organiquement liés à l'existence des banques. Il n'y a aucun moyen de casser l'obligation des banques de rembourser les dépôts aux déposants que si la banque fait faillite. Donc il ne faut jamais accepter la faillite des banques. Vous voulez juger les responsables, allez-y, vous avez la justice, mais jamais il faut toucher au secteur bancaire. D'accord. Je vous remercie, l'expert en économie, Jassem Aja. Merci à vous. Et voilà, avec la fin de cette première partie, on passe à la seconde partie de cet épisode avec le président du Conseil économique, social et environnemental libanais, Charles Arbid. J'ai le plaisir de recevoir le président du Conseil économique, social et environnemental libanais, Charles Arbid. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, je suis ravi. Directement, le dossier socio-économique et politique. En général, la politique n'est pas un conflit, mais plutôt ça devait être un travail dans l'intérêt des citoyens. Mais non, ce qui n'est pas le cas ici au Liban. Le Liban est en train de vivre un conflit politique stérile. On s'attend à quoi? Écoutez, c'est une question compliquée parce que, comme tous les Libanais le savent, on est dans une impasse.
on est dans une impasse politique vu le comportement de la classe politique, des forces politiques, des partis politiques qui apparemment ne veulent pas trouver des solutions et attendent toujours la solution extérieure. Donc tant que c'est la situation, je pense que le dossier économique va en souffrir. Je répète tout le temps et je dis, il n'y a pas de social sans économique, il n'y a pas d'économique sans politique. Donc avec cette impasse-là, je pense que nous avons encore besoin d'attendre qu'il y ait un règlement régional et qui peut-être ne tardera pas à venir avec les prémices de ce qu'on voit dans la région. Je pense que les Libanais attendent un règlement régional avec une solution. Mais la grande question reste, c'est comment allons-nous faire pour sortir de cette impasse? Que faut-il pour trouver des solutions pour qu'on puisse vivre ensemble dans ce pays dans les 50 années à venir? Est-ce que le système fonctionne? Est-ce que ce Liban qu'on connaît peut survivre? Donc voilà, ici, il faut remettre en question le système libanais ou est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau pacte socio-économique citoyen-citoyen? Il nous faut un pacte politique pour commencer. Il faut dire, est-ce que les 100 ans du Liban, l'âge du Liban à 100 ans, est-ce que ces 100 ans, le système a fonctionné ou il faut faire un reset? Est-ce que les temps qui courent, les forces, l'équilibre régional, l'équilibre international, permet de garder cette structure? Est-ce que les Libanais ont décidé de vivre ensemble? Dans quel modèle? Quelle est la structure idéale écoutez, qu'il faut conserver? Déjà c'est un Liban modéré, un Liban qui joue son rôle, un Liban qui puisse être une patrie à tous les Libanais, à toutes les formes. Mais c'est le dialogue. Et au niveau économique? Il faut surtout le dialogue national. Et Il n'y a pas de dialogue. Quel système il faut conserver? Très bien, c'est notre système qu'on connaît, qui a fonctionné, qui a bien fonctionné dans les années 50, 60, 70. C'était la Suisse, comme on disait, du Moyen-Orient. Bon, c'est un système évidemment libéral, parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Libanais veulent. C'est l'économie du marché, mais aussi une économie sociale, économie de l'homme, une économie du citoyen. Mais est-ce que la corruption en masse aujourd'hui, depuis les 10 et 20 ans qui ont passé, c'est cette corruption qui a détruit ce système ou bien c'est ce système-là qui a amplifié la corruption? La corruption est systématisée, si on peut dire, dans notre pays, malheureusement. Mais je pense aussi qu'il y a une grande prise de conscience des citoyens, des Libanais, que nous ne pouvons pas continuer avec ce système de corruption. Cette classe politique qui a joué ce rôle pendant des années et des années, c'est le résultat de ce que nous avons. Et donc, il y a des choses qui changent. Il y a une mentalité qui change. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui dit non, nous voulons autre chose que ce que nous avons fait. Nous voulons un pays où les citoyens ont des droits, un pays de droit. Et là, il faut commencer à combattre. OK, vous voulez combattre la classe politique, c'est compliqué. Ils ont été réélus, malheureusement, réélus récemment, il y a peut-être des mois, presque un an, et les gens ont voté. Donc il faut respecter le choix des gens, mais aussi il faut dire qu'on peut renouveler la façon de faire la politique, il faut la renouveler. C'est la façon de gérer les choses. Exactement. Et puis il y a aussi, je vous ai dit, il y a des changements régionaux, le monde change, partout dans le monde, il y a des équilibres. Ce changement est en faveur de qui? Écoutez, moi je pense que le changement doit être je ne peux pas dire il est en fonction de qui, mais dans quelle direction je le souhaite, qu'il soit dans la direction d'un beau Liban, d'un bon Liban, où les Libanais peuvent vivre en paix, qu'on puisse connaître une période de paix qu'on n'a jamais connue depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on n'a pas connu la stabilité, où les jeunes peuvent avoir confiance dans leur pays, où les jeunes ont envie de vivre ici, de produire, de grandir et de bien vivre. Et je pense que c'est jouable, c'est faisable, si toutes les communautés, toutes les confessions, tout le monde se décide à mieux faire, à faire ensemble. Je pense que cet équilibre dont on parle a commencé à donner ses fruits. Maintenant, il faut attendre. Le timing est important. Mais d'ici là, que faut-il faire au niveau économique? Ça, c'est la grande question. Comment reprendre la croissance, aller dans la production? Comment les gens peuvent, les salaires, la pauvreté, la migration, c'est de grandes questions. Aussi, il faut dire que les mesures qui doivent être prises pour une relance économique ne sont pas seulement des mesures qui sont reliées à ce qui se passe en Iran ou bien en Arabie Saoudite. Pas du tout. Ça, c'est une décision qui est une décision pure libanaise. Tout à fait. On n'a pas besoin d'attendre un accord saoudien-iranien pour bien vivre au Liban. C'est pas ça. Pour produire l'électricité. Voilà, tout à fait. Pour aller élire un président. Pour aller élire un président de la République. Mais si aujourd'hui il y a des élections d'un président de la République, est-ce que les choses vont être résolues? La question est non. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces sujets-là. Et on peut le faire.
Il y a plein de plans économiques qui sont discutés. Il y a un grand dialogue. Et je pense que ça, c'est signe c'est un bon signe. Mais Monsieur Harbi, est-ce qu'on a le temps encore Non, de dire qu'il faut partir non. aussi à un nouveau dialogue, une nouvelle table de dialogue où il faut Non. parler, il faut... Écoutez, il faut dire qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Mais il faut commencer. On est dans Il faut une commencer. impasse. Oui, on a commencé déjà. Les Libanais ont commencé. Et il faut dire que aussi on est des gestionnaires de crise. Vous savez, les gens. C'est les gens, mais Oui, pas les politiciens, pas du tout. mais pas le gouvernement. Écoutez, Ce qui a amplifié la crise, c'est comment ils ont géré la crise. Écoutez-moi, le Liban, c'est les Libanais. La force du Liban, cette marque forte du Liban, c'est les Libanais. C'est pas le politique, c'est les Libanais. C'est les gens qui se lèvent chaque matin, qui vont travailler, qui produisent, qui croient encore. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui s'en vont. Il y a des gens qui ne croient plus, mais il y a aussi des gens qui croient, qui sont là et qui veulent Comment faire. vous expliquez cette adaptation qui a été faite par le peuple libanais, par les citoyens C'est libanais? ça. Comment on la explique force. ça? C'est ça la force de ce peuple, de ces gens. C'est un point faible ou bien une force? Non, c'est une force. Évidemment que c'est une force. Non, c'est une force. Après tout ce qu'on a vu, pouvoir continuer à vivre décemment, avec un minimum quand même. Non, on est tenace. Hein. Les Libanais sont tenaces. Et je pense que les choses vont changer. Maintenant, ceci dit, il y a des actions à prendre très vite. Et là, on peut développer un petit peu. C'est ça. ces Il faut actions. commencer d'ici. D'où? Ben, écoutez, nous avons entrepris un dialogue et des pourparlers avec le Le plan Fonds d'action, monétaire. c'est ça. Bon, ça c'est une piste qu'il faut continuer très vite. Déjà, vous savez qu'il y a une commission actuellement à Beyrouth et il faut qu'on se décide, nous les Libanais, est-ce que nous voulons partir sur un accord avec le Fonds monétaire? Évidemment, ma réponse est oui. Nous n'avons pas le choix, il faut le faire et c'est bien pour nous. À quel coût? Rien, au contraire. Que demande la communauté internationale? Que demande le Fonds monétaire? Mais certainement, ce Il n'est nous pas dit- pour les 3 milliards de dollars. Non. C'est pour avoir ce stamp, cette signature-là, pour C'est prendre un- le dossier et c'est partir un dire que visa. voilà, on n'est plus des menteurs. C'est un visa d'entrée pour renouer avec la communauté internationale, pour dire que nous, les Libanais, on a décidé d'entreprendre ces réformes. Et les réformes, qu'est-ce que c'est ces réformes? C'est normal. Moi, ça me vexe vraiment d'entendre en tant que citoyen. On devait appliquer ces réformes sans attendre la commission du Fonds monétaire. On devait ne pas avoir pour venir besoin dire. de se Certainement. réformer parce qu'on est bien, ce qui n'est pas le cas. Mais ceci dit, il y a déjà un bon paquet de lois qui est mis en place. Maintenant, il faut accélérer. Il faut commencer par élire un président de la République. Il faut faire un gouvernement de confiance avec des gens qui donnent la confiance. Vous savez, le chemin, il est clair. Imaginez, vous dites, est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution? Mais bien sûr. On commence par élire un bon président de la République, quelqu'un qui donne une confiance. On forme un gouvernement avec aussi avec une certaine entente. On commence à travailler dans le Parlement. Il y a tout un paquet de lois qu'il faut appliquer très vite et sortir très vite. Et ça, Et ici, tout accord régional peut venir en faveur de ce qu'on fait ici. tout à fait. Et on a beaucoup d'amis. Écoutez, le Liban a beaucoup d'amis. Oui. Et on peut utiliser ces amitiés-là. Ils sont prêts à nous aider. Mais il faut aussi voir que c'est un investissement, que ce ne soit pas comme on faisait le doing business en politique, que notre classe politique faisait dans les 20 dernières années, ne fonctionne plus. Et les choses changent. Voilà. En ce qui concerne le Conseil aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental, vous avez bien reçu des réunions où les personnes présentes discutaient à propos de l'augmentation des salaires, de la correction des salaires, tout en prenant en considération les taux d'inflation maintenant maximal. Et les politiques qui ont été mises en place concernent la correction des salaires. Vous voyez ça comment? Écoutez, il faut absolument corriger les salaires. Cette correction doit être faite sur le SMIC, sur le minimum. Et ça, on a proposé une idée qui est innovante, c'est de pouvoir un peu mettre ce SMIC sur une échelle de façon... Bon, ce n'est pas tout à fait dollarisé le SMIC, mais vraiment que ça soit d'une façon ou d'une autre relié au taux de change. Parce que nous ne pouvons pas à chaque fois... Un index dollarisé. Tout à fait. Ce qui veut dire, nous ne voulons pas à chaque fois qu'il y a... Vous savez, malheureusement, l'inflation aujourd'hui, elle est là. Notre monnaie, malheureusement, elle est là où elle est. Donc, continuellement, il faut corriger les salaires. Et ça devient aussi une entente interne entre les patrons et les salariés. Il ne faut pas attendre l'État, il ne faut pas attendre parce que l'État, malheureusement... Mais est-ce que les patrons, maintenant, ont les moyens? Écoutez, ça dépend des secteurs. C'est secteur par secteur. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui fonctionnent bien, il y a des secteurs qui fonctionnent moins bien. Mais ceci dit, il y a des ententes flexibles
C'est ce que nous voulons. Une flexibilité entre les relations entre les patrons et les salariés. Nous prêchons cette idée-là. Il ne faut pas attendre des lois et des décrets parce que ça prend beaucoup de temps. Le temps que ça soit mis en place, les choses ont malheureusement évolué vers le pire. Et il faut donner aussi, ramener aux salaires leurs possibilités, leur pouvoir d'achat. Vous savez, nous sommes dans une économie de consommation. 70% de notre PIB, quel qu'il soit, bien qu'il ait perdu 50% de sa valeur, tourne autour de la consommation. Si vous avez un pouvoir d'achat, les gens vont consommer. Et s'ils vont consommer, nous allons produire. Et si nous produisons, nous allons croître. Donc, en allant dans ce passage-là, il faut absolument que le dialogue continue, il faut corriger les salaires, il faut les transports, hein, ça coûte très cher actuellement. Le gros problème de notre économie, c'est l'énergie, et principalement les L'énergie pour l'industrie, pour la production, pour les citoyens, donc surtout pour tout le monde. Pour le coût de transport. Chez les salariés, ça tue actuellement, et c'est pour cette raison. Le gros problème, il est dans le secteur public. Il n'est pas tout à fait dans le secteur privé parce qu'il y a un grand dialogue qui est ouvert et il y a des corrections qui se font. Mais dans le secteur public, tout est bloqué malheureusement, vous connaissez ça. Et corriger des salaires actuellement dans le secteur public sans qu'il y ait moyen, qu'il y ait des rentrées de l'État, c'est tout à fait impossible. Vous venez du secteur privé et vous savez très bien l'importance du secteur bancaire. Oui. Avec toute l'histoire qui se passe et toute l'affaire des banques maintenant, si le secteur bancaire est surchargé, cela signifie la faillite de tout le secteur. Et donc, toute restructuration n'aura plus aucun sens. Vous voyez comment l'affaire des banques maintenant? Écoutez, je ne veux pas être négatif vis-à-vis des banques. Moi, je ne suis pas contre le secteur bancaire, mais je dis qu'il y a des banquiers qui doivent se prononcer. Il y a une association des banques libanaises qui doit se prononcer en proposant elle-même des solutions. Je ne comprends pas pourquoi les solutions vont venir du Parlement. Les gens ont mis leurs dépôts chez les banques, ils ont fait un contrat avec ces banques, et ces banques doivent absolument proposer un plan de sortie de crise. Et en ce qui concerne la responsabilité de l'État. Attendez. Il y a autre chose. Les banques du Liban, les banques libanaises actuellement, sont dans une politique de laisser-faire. Et je trouve que ça, c'est injuste, déjà à la base, et ça ne mènera nulle part. Si ces banques-là décident un jour de commencer à se prononcer, elles doivent se manifester en disant voilà notre sortie de crise, voilà ce que nous proposons, et chose qu'ils ne font pas. Hein. C'est un silence plat. Hein. Les banques ne se prononcent pas. Nous les avons invités plusieurs fois à venir au Conseil pour en dialoguer, pour en discuter. Malheureusement, ils n'ont pas répondu oui. Et ils attendent, vous savez, le temps de diluer encore plus les dépôts. On vient de 140 milliards de dollars, en dollars je pense, des dépôts. Aujourd'hui, nous sommes à 95. Permettez-moi ici. Ça a quand même dilué une bonne partie. Okay. Mais un tiers des dépôts ont été dilués avec des manipulations. Mais aussi, le gouvernement n'a pas présenté des plans de réforme ou bien des plans de relance qui sont aussi bien. Les Libanais sont déposants dans les banques. Et les banques sont déposantes. Mais la responsabilité du gouvernement, de l'État aujourd'hui. Absolument. En ce qui concerne les pertes. Moi, je ne défends pas l'État. Ou bien l'État doit aussi. Mais est-ce qu'il y a un dialogue entre les banques et l'État et la Banque du Liban? Un vrai dialogue de fond? Non. Détrompez-vous. Ils attendent. Tout le monde attend. Pourquoi? Parce que aussi l'État est endetté. Et la dette de l'État aussi se fait diluer quelque part. Vous savez qui est le plus grand perdant dans tout ça, monsieur? C'est le salarié. Le salarié en libanais, qui encaisse encore en libanais, ça c'est le plus grand perdant. Qui vient suivre? C'est le déposant. Après viennent les banques. Même les banques, elles ont fait des profits quelque part. Donc tout ça c'est un dialogue qui commence chez les banques elles-mêmes. Détrompez-vous, ce n'est pas chez la Banque centrale. La Banque centrale, elle, qui tient les dépôts des banques, doit dialoguer avec les banques pour les dépôts des banques chez elle. Mais ce n'est pas à la Banque centrale de dialoguer avec les déposants. Comment vous évaluez la performance du gouvernement et l'approche du gouvernement Miati en ce qui concerne la gérance de la crise? Je pense que... Il a fait faillite. Vous savez, je viens d'une école où on avait un grand dicton qui dit « peut mieux faire ». Ça veut tout dire. Pour ne pas dire qu'il n'a rien fait. Et le plan de réforme qui a été présenté. Écoutez, le plan de réforme... Le gouvernement de Diab avait mis aussi en place un plan de relance. Vous savez, on a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois au Conseil économique, social et environnemental. Les deux plans? Les deux. Hassan Diab et Miati? Non, Miati, plutôt du gouvernement Miati, où le vice-premier ministre est venu. On a eu de grandes discussions. Bon, ça reste un plan à débattre. Mais ce qui me touche dans ce plan, c'est qu'il manque tout à fait le côté social.
on ne parle pas du problème social. Vous connaissez, le taux de la pauvreté au Liban est extrêmement élevé. On a dépassé les 80%. Si on n'en est pas là, on n'en est pas loin, disons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu la classe moyenne. Quand vous dites pauvreté au Liban, c'est quoi? Pauvreté, principalement, ça veut dire qu'il n'y a plus de classe sociale. Il y a deux classes. Il y a les Riches et pauvres. si vous voulez. Et les nouveaux pauvres. Hein. Les nouveaux pauvres. Qui étaient riches, qui sont devenus pauvres. Oui, parce qu'ils ont perdu leur dépôt. Et ça nous crée un problème social. Et ça fait une transformation sociétale. C'est compliqué. Vous savez, si un jour vient, j'espère qu'il ne sera pas loin, où nous aurons une solution politique, ça veut dire que nous partirons vers une aide financière. Mais vous pensez que cette aide financière peut faire peut-être une certaine relance économique, mais ça prendra du temps pour que les séquelles de pauvreté, que les gens pauvres puissent reprendre vie. Donc ça, c'est un système qui a besoin de temps. Et le Liban, sans une classe sociale, sans une classe moyenne, c'est un Liban qui ne vivra pas comme nous le voulons. Parce que la classe moyenne au Liban, c'est quoi? C'est des bons Libanais, les gens d'art, les gens de culture, les bons citoyens. Ça, c'est la classe. C'est la classe qui produit. Qui produit et qui est la classe de relance. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si nous perdons, ce qui est déjà presque fait, si nous perdons, ça sera vraiment très difficile de reprendre. Donc ça, il faut réfléchir. Donc c'est pour ça que vous considérez que le plan de réforme voté par le gouvernement Yamateh est un plan je pense qu'il est un peu dépassé. qui est il est actuellement inapproprié. dépassé. Déjà, c'est quelque chose qui a plus de 6 mois d'âge. Il manque, comme je vous ai dit, de dialogue national. Et il manque tout le côté social. Parce que ce qui nous manque, c'est non seulement un pacte économique, c'est aussi, il nous faut un pacte social qu'on n'a jamais eu. Le pacte social au Liban, je ne peux pas dire qu'il est mauvais, je peux dire qu'il n'existe pas. Historiquement, il n'existe pas. Si vous étiez ministre au gouvernement Hassan Diab, auriez-vous voté pour le défaut? Non. Pourquoi? Parce que ça nous a fait perdre la crédibilité. Ils l'ont fait sans aucun dialogue avec les créanciers. Ils l'ont fait sans entente interne avec les banques libanaises qui détiennent elles aussi. Et je pense que le résultat de cet acte-là est la situation dans laquelle on passe. Mais ça, c'était une décision qui a été prise au niveau politique à l'époque. Je pense que ceux qui ont décidé ne connaissaient pas l'ampleur de cette décision. Et surtout, à mon sens, ils n'ont pas pensé que la solution régionale allait tarder autant. Pourquoi durant toutes les négociations qui ont été lieu ou bien dire pour l'étude du plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement Yamateh, vous comme conseil ou bien président du conseil, vous avez été mis à côté? Je pense qu'ils n'aiment pas trop ce qu'on dit, hein, parce que on est au Conseil économique social avec mes collègues, les conseillères et les conseillers, on est très francs, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'il faut faire. Vous savez, nous, on est consultatif, hein, on n'a pas de pouvoir au Conseil. Mais on a bien dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, s'ils ne veulent pas écouter, c'est autre chose. Hein. Pour finir, la toute première étape, le tout premier pas pour un Liban meilleur, c'est par où? C'est vers où? Décider, nous les Libanais, comment allons-nous vivre ensemble dans les 50 années qui viennent. Se poser la grande question, est-ce que nous voulons vivre ensemble? À mon avis, oui. Est-ce que nous pouvons le faire? Maintenant, les sorties de crise, c'est clair, il y a une sortie de crise économique, il y a le grand axe de la décentralisation, ça c'est... Il n'y a pas... Vous êtes avec la décentralisation aussi financière? Évidemment. Je suis pour écoutez, cette question de décentralisation administrative, financière, moi je suis avec la décentralisation, point. À tous les niveaux, il faut décentraliser. Ce qui est bien dans la décentralisation, c'est que ça crée entre les régions... Et pour les personnes qui ont peur de la décentralisation, mais parce disent que c'est le premier pas vers une fédération. Ça n'a rien à voir, monsieur. La fédération... c'est un changement constitutionnel. La décentralisation, c'est une loi où les gens s'organisent à vivre ensemble et vivre mieux en faisant une certaine compétition positive entre des régions. Et pour la gérance des problèmes, pour la gérance... Mais attendez, en montrant les valeurs ajoutées de chaque agglomération et en décidant que quand même il y a un État centralisé et que nous pouvons vivre chacun à la façon qu'ils trouvent bonne à partir des avantages comparatifs de cette région. Et c'est une façon pour renouer entre l'État, l'idée de l'État et les citoyens. Et corruption, comment voulez-vous... décentralisation,
Ça ne fonctionne pas ensemble. Non, mais c'est la... C'est pour ça, les personnes C'est comme qui ça sont que vous allez corrompues, combattre. Mais ouais. vous allez Donc, combattre. qui est contre la décentralisation aujourd'hui? Écoutez, il y a pas, à mon avis, on y va à pas lents mais sûrs vers la décentralisation. Et même, on a voté une loi. Il y a une loi qui a été votée au Parlement pour la Pas décentralisation. encore. Non. Si. Non, non. C'est la décentralisation administrative qui a été votée. Non, 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 c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une commission parlementaire actuellement, mais qui se réunit malheureusement pas. Je pense que la sortie de crise politique doit impérativement reprendre cette question qui a été dite dans les accords d'OTAN F1. La décentralisation, c'est quelque chose qui peut s'appliquer au Liban si les Libanais décident que nous n'allons pas divorcer, au contraire, nous allons ensemble mieux vivre, mieux produire, mieux travailler, mais on va se dire que nous voulons être dans cet État, et c'est un État, c'est un pays, c'est une patrie où il y a de la place pour tout le monde. Je sais très bien que vous aimez aussi à chaque fois passer un petit message aux jeunes Libanais. Les jeunes Libanais qui maintenant qui quittent le Liban tout en cherchant un nouveau Liban quelque part. À ces Libanais, vous dites quoi? Écoute, à ces jeunes Libanais. À ces jeunes, je dis il faut tout le temps garder l'espoir, mais quand je dis garder l'espoir, je leur dis que nous avons la chance d'être Libanais. Beaucoup de gens vont dire, ils ne vont pas peut-être accepter cette phrase. Moi, je pense que, je ne veux pas dire soyez fiers. Je dis, on a la chance d'être Libanais parce que nous faisons partie de ce pays-là où il y a cet amalgame de confessions. Et ça, c'est bien si on sait sortir profit de ça. N'ayez pas crainte. Le Liban reviendra. Maintenant, il y a des situations difficiles. On a connu des moments très difficiles dans notre histoire. Le Liban est bon, il est fort parce qu'il y a des jeunes comme les Libanais qui sont innovants. Ils sont forts, les Libanais. C'est des gens qui font bien les choses. Il faut faire attention à l'éducation. Il faut garder notre niveau d'éducation, notre niveau d'éthique. Pour les expatriés. Pour ceux qui ont besoin de quitter, parce qu'ils sont obligés à quitter, je leur dis, soyez de bons ambassadeurs, tenez bon, n'oubliez pas votre pays, vous y reviendrez. Et pour ceux qui restent, je leur dis, ensemble, on va reconstruire. Et pour les expatriés, la diaspora? Écoutez, je pense que la diaspora, c'est notre gazon d'oil. Sans la diaspora, imaginez-vous, c'est eux qui ont soutenu ce pays, ils y croient encore, ils font du très bon boulot. Et on est fiers de notre diaspora partout dans le monde. Les Libanais font bien, travaillent bien, ils produisent, et ils sont bien aimés. Donc gardons ces valeurs, gardons cette éthique dans le monde que nous avons. Mais je comprends la fatigue, il y a une grande fatigue, mais ça passera, ça passera. Et vous allez revoir un beau Liban. Le président du Conseil économique, social et environnemental libanais, merci d'être avec nous. Merci. 5 mois après la fin du mandat du général Michel Aoun, le 31 octobre 2022, le Liban est toujours sans président. Un conseil des ministres est parfois convoqué pour expédier les affaires courantes. Le Parlement ne se réunit plus que pour acter, à intervalles réguliers, l'absence de consensus sur le futur exécutif. Aucun sentiment d'urgence ne se manifeste. Il est temps de réagir. Les autorités libanaises doivent mettre en œuvre des réformes économiques structurelles urgentes pour redresser la situation. Vous pouvez revoir l'intégralité de cet épisode sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.